Bienvenue si vous nous rejoignez, si vous étiez déjà des nôtres. On a intitulé cette troisième session « Quand la chimie s'attaque au changement climatique ». L'un a cofondé l'une des startups les plus réputées de France qui vise à convertir le CO2 en éthylène. L'autre est l'un des scientifiques les plus réputés dans son domaine, professeur à l'EPFL ayant donné son nom à des cellules solaires révolutionnaires. Ensemble, ils évoquent leur amour de la chimie et comment celle-ci constitue l'une des clés face au défi de notre siècle, le changement climatique. Merci de réserver un accueil de star à Michel Gretzel, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et David Wakerly, cofondateur de la start-up Dioxycle. J'étais sûr que c'était difficile. Dioxycle. Et le tout sous la houlette ou la férule d'Héloïse Ponce, journaliste Science et Tech au point sur vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en nombre aujourd'hui. On sait que ce n'est pas forcément évident d'accéder à l'EDF Lab. Peut-être une première question pour vous, Michael. On vous présente souvent comme l'inventeur de l'énergie solaire bon marché, un pionnier de l'énergie solaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les cellules de Gratzel, donc qui portent votre nom, ou cellules solaires à colorant, je crois, dont vous êtes l'inventeur, et à quoi elles servent concrètement ? Volontiers. Alors, nos cellules captent la lumière avec des molécules, comme le fait la feuille verte. C'est la chlorophylle qui absorbe la lumière. Et puis ensuite, il y a une création de charges négatives et positives. Et puis ces charges vont induire la chimie qui mène à la réduction de CO2 et l'oxydation de l'eau. Donc, mais au début, il y a une séparation de charges induite par la lumière qui donc amortit par l'absorbant. C'est une molécule, ce n'est pas un semi-conducteur, comme dans les cellules traditionnelles. Or, la question vient, comment se distingue cette cellule par rapport à ce qui est déjà sur le marché, et puis comment est-ce qu'elle a trouvé ses applications. Et là, je vous ai amené en fait un exemple. Donc, il y a en fait deux chemins, deux filières qui sont développées avec succès, je dois dire. Et donc, la première, c'est les verres photovoltaïques. Et là, j'ai une cellule, vous l'avez devant vous. Donc, ça a l'air d'être un verre coloré, mais en fait, si je mesure la tension borne, ça donne 10 volts de tension déjà. Okay. Et donc, c'est des cellules qui captent la lumière de tout le côté, donc bifacial. Et comme ça, elles sont très efficaces à capter l'énergie, la lumière diffuse, la lumière du jour. Mais le soleil, de toute façon, mais il y a cet avantage. Il y a d'autres avantages. Par exemple, si je pense à la quantité de colorant nécessaire pour créer une puissance de 1 kW crête. Crête veut dire au plein soleil, la cellule fait 1 kW de puissance. Et là, donc nos cellules ont besoin de quelques grammes, 7 à 10 grammes, alors que les cellules conventionnelles en silicium utilisent 7 kg, au moins 1000 fois moins plus que ces cellules moléculaires. Donc, là, déjà, il y a un avantage. Et l'autre avantage, c'est que je peux choisir la couleur, je peux choisir la tranche spectrale que le colorant absorbe. Par exemple, dans la photosynthèse, la chlorophylle absorbe la lumière bleue et rouge, mais pas la lumière verte. C'est pour ça que les feuilles sont vertes. Mais nous, on peut absorber la lumière verte sélectivement. Et de cette façon, si nous passons dans une serre ces cellules au-dessus des plantes, les cultures végétales sont efficaces, sont même plus efficaces que sans ce verre. Donc, on peut produire l'électricité en même temps, on peut induire, donc on peut augmenter la croissance de ces plantes. Donc, c'est quelques avantages. Il y a d'autres, l'empreinte carbone, il y a le temps pour récupérer l'énergie qu'on émet pour produire. Mais ça fait un peu le caractère unique de ces cellules qui sont maintenant produites à l'échelle industrielle. Et je crois aussi qu'il y a un réel avantage en termes de coût qui n'est pas négligeable pour la généralisation de ces technologies sur le marché. Oui, le coût, c'est vrai que ces cellules se font avec des matériaux qui sont sur le marché, on peut les synthétiser. En fait, la chimie fait une contribution très importante à notre cellule parce qu'elle permet déjà de concevoir et
confectionner, je voulais dire, des molécules qui ont une très forte absorption, mieux même que la chlorophylle dans la feuille verte. Et en même temps, la chimie organique permet d'optimaliser les voies de synthèse. Comme ça, avec le peu de colorants on a, donc le coût pour faire ce genre de dispositif devient faible. Et puis, en plus, donc, il y a le fait que le poids est faible, on peut faire des cellules transparentes. Et je voulais justement mentionner qu'il y a une deuxième filière qui a trouvé ces applications. Et je vous ai amené là quelque chose. Très beau sac à dos. C'était au départ, il y a 15 ans, on a fait ces sacs à dos. Et donc, vous voyez la version classique de la cellule avec les bandes là. Et dans le sac, il y a une batterie qui est toujours chargée quand le sac est à la lumière. Mais ça s'est développé beaucoup en temps. Et donc aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui sont en fait maintenant développées par plusieurs industries au niveau mondial, et où on a donc on a des feuilles, des bandes flexibles qui on ne voit même pas. Ils peuvent être intégrés dans un écouteur, dans un casque, pour alimenter donc, les équipements électroniques. Donc, ces systèmes remplacent les batteries. Et là, un exemple que je voulais vous montrer, je l'ai avec moi. C'est donc la société Powerfoyle qui a créé donc, en Suède une production au niveau de ces cellules qui a déjà 2,5 millions de mètres carrés par an de production. Et donc les produits se vendent par des sociétés comme Adidas ou Vista. Et donc maintenant, même Logitech a décidé d'équiper les souris pour les ordinateurs de ces cellules flexibles. Voilà une très longue réponse. Super, non, parfait. Et je crois que récemment, votre équipe à l'EPFL a réussi à améliorer, dites-moi si je me trompe, le rendement des cellules grâce au perovskite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis quelles promesses ça ouvre pour l'avenir du secteur? Oui, donc les cellules à perovskite sont un peu la progéniture de ces cellules à colorants. Et donc, ils ont été publiés pour la première fois il y a 12 ans de cela. Et puis après, il y a une révolution. Nous, on était une des trois publications qui est apparue en 2012, alors qu'aujourd'hui, on a 30 000 publications. Donc ça vous voit l'explosion qui a eu lieu dans ce domaine. Et pourquoi ça? Ces cellules sont extrêmement efficaces. Ils atteignent aujourd'hui déjà plus que 26%. Mais quand on les met en tandem avec le silicium, on obtient plus que 30%, 33,9% de rendement. C'est incroyable, inouï. Et tout ça se fait dans un laps de temps très court. Super, parfait. Et est-ce que alors toutes ces innovations, toutes ces avancées qu'on observe dans le secteur, ça pourrait contribuer à faire grandir à terme, j'imagine que c'est le but, la part du photovoltaïque qui est encore minime dans l'approvisionnement énergétique mondial? Oui, je pense, parce qu'effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, le photovoltaïque contribue 1% à la consommation énergétique du monde, alors que ici, 30 ans, donc moins que 30 ans, en 2050, pour qu'on tienne l'accord de Paris, donc sur le réchauffement climatique, il faut cesser d'émaner du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, et là, le photovoltaïque doit prendre un rôle beaucoup plus important pour qu'on puisse remplir les promesses qu'on a faites à l'accord de Paris. Et donc, et là, donc, le photovoltaïque doit maintenant grandir donc les installations d'un facteur de 200. Donc oui, les défis sont là. Et là, toute nouvelle technologie qui permet d'accélérer cet accroissement est bienvenue. Et surtout les perovskites
sont un très bon candidat pour jouer un rôle dans ce domaine. Parfait, merci. Je vais donner la parole à David, mais juste une dernière petite question que je poserai d'ailleurs également à David. Sur vos recherches actuelles, les avancées qui existent, quel challenge scientifique et peut-être aussi économique il reste encore à adresser dans le secteur, principalement pour avancer? Bon, d'abord, donc, comme je viens de le dire, ces cellules sont maintenant sur le marché. Mais par exemple, la version en verre, c'est la production en masse doit être accélérée. Et surtout, la taille de cet élément n'est pas assez grande. Donc, les cellules qui ont été déjà produites ont une taille qui est jusqu'à 1 mètre carré pour une seule cellule. C'est les cellules solaires les plus grandes au monde. Mais la production... ça pose des défis à la production. Ce n'est pas qu'on ne peut pas réaliser, mais le taux donc le rendement de ces cellules à haute efficacité, il faut le maintenir dans une production continue. Donc là, il y a un défi de production, mais il y a aussi, bien sûr, des possibilités d'améliorer toute la technologie en remplaçant l'électrolyte par des conducteurs de trous solides, le développement des colorants, ce n'est pas fini. Donc la chimie organique, il y a un nombre infini de possibilités. Et ceci est soutenu par le développement de la chimie théorique, par exemple, l'intelligence artificielle, et tout ce qui est ce qu'on peut faire au niveau de calcul, des spectres, etc. Donc, ces possibilités ouvrent des nouveaux chemins qu'il faut poursuivre. Donc, la recherche se poursuit. On ne peut pas s'arrêter et dire, voilà, maintenant, il y a des choses sur le marché, on peut prendre sa retraite. Non, il y a des défis encore, c'est sûr. Super, merci. David, vous, dans la lutte contre le réchauffement climatique, les émissions carbone, vous avez emprunté une autre voie, à la fois d'abord dans vos recherches, puis en co-créant la start-up Dioxical. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la technologie que vous développez tout simplement? Yeah, of course. Oui, bien évidemment. J'ai compris le français avant que l'interprète ne parle. Je ne peux pas vous montrer des démonstrations aussi brillantes que celles que mon collègue vous a présentées, mais nous avons créé Dioxical avec l'idée de pouvoir créer des produits chimiques qui soient compétitifs et qui permettent également d'éviter des diffusions de CO2 dans l'atmosphère. Donc nous avons des électrolyseurs qui permettent de transformer l'étholine qui vient du CO2. Donc l'étholine est un produit chimique qui vaut des milliards de dollars chaque année en termes de marché. Et c'est vraiment un Lego. On peut l'utiliser pour faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des vêtements, des produits cosmétiques, enfin une multitude de choses. Il y a des applications multiples. Et donc, on peut réduire les émissions de carbone simplement en prenant en capturant le CO2 et en utilisant ça pour recréer ce bloc chimique qui peut être utilisé pour faire n'importe quoi. Parce que actuellement, l'étholine est créée avec ce qu'on appelle le steam cracking, qui est vraiment basé sur les énergies fossiles, qui prend des gaz qu'on monte à extrêmement haute température. Je ne vais pas vous expliquer toute la chimie derrière, mais c'est quelque chose qui est extrêmement polluant. Mais ça crée énormément de CO2, des tonnes d'émissions de CO2 chaque année. Et donc, ça émet encore plus de carbone sur la planète. Et donc, en utilisant notre technologie, on peut décarboniser cette production d'étholine complètement, puisqu'on peut supprimer cette première technique que nous avions. Et puis, on peut aussi créer d'autres, des carburants et autres produits issus de la pétrochimie grâce à cette production d'étholine à partir de déchets qui sont les émissions de CO2 dans la planète. Comme je l'ai dit, on a également
également un prix qui est vraiment compétitif par rapport aux tarifs, ou tout du moins au même niveau que les coûts des énergies fossiles. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que si nous ne sommes plus chers, ça ne marcherait pas. Si on crée une nouvelle technologie, il faut que cette technologie soit plus ou moins au même tarif. Parce que si on dit, oui, voilà, j'ai trouvé un produit chimique, mais il coûte 3 fois plus, ça ne marchera pas, personne ne voudra l'acheter. Ils vont dire, ah ouais, c'est intéressant, mais on ne peut pas, c'est pas jouable. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette question de prix. Et donc, nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous nous sommes intéressés. Nous essayons de vraiment résoudre ce problème du prix. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Parfait. Et je crois que l'été dernier, j'en avais parlé avec votre cofondatrice Sarah, vous avez levé des fonds. Et donc, concrètement, à quoi vont vous servir ces fonds? Vous en êtes concrètement? Je crois que vous êtes en train d'essayer d'élaborer un démonstrateur industriel de votre technologie. Oui, exactement. Nous avons levé 17 millions de dollars l'année dernière avec du capital bas carbone, entre autres, avec des entreprises de venture capital qui cherchent à faire pression par les prix. Et avec tout cet argent, donc 17 millions de dollars, c'est une belle enveloppe, il faut un plan solide. Donc, il nous a fallu un plan. Nous sommes en train de concevoir ce plan pour des électrolyseurs industriels. Donc, on va prendre l'énergie à moyenne échelle. Et c'est la même taille qu'une valise qu'on pourrait emmener dans un vol Ryanair, par exemple. Et ce sera vraiment la finalité de notre technologie. Pour le moment, l'objectif, c'est aussi de supprimer les risques et de passer de cette taille de valise à quelque chose de bien plus gros pour obtenir cet électrolyseur. Et de manière générale, une fois qu'on a un module qui fonctionne, on peut le reproduire, le répliquer encore et encore, et il va fonctionner toujours de la même manière. Donc c'est une bonne technique de mise à l'échelle. On a déjà la capacité de fabriquer ces technologies et ensuite on pourra les étendre. Donc pour le moment, nous travaillons sur ce projet. On veut s'assurer que tout fonctionne et une fois que ce sera terminé, on va le déployer, par exemple en France, en Europe et dans le monde entier. On veut vraiment être compétitif. C'est très important actuellement. Super. Je crois que le premier marché que vous ciblez, c'est la France, l'Europe, mais aussi les États-Unis sont un marché intéressant, je crois, parce qu'ils ont une politique et des lois qui sont incitatives en matière d'incitation à utiliser ces technologies par les industriels. Oui, effectivement. J'aurais quelque chose à redire, mais bon. Il y a différents mécanismes en place aux États-Unis pour aider à la décarbonation. Et je peux vous le dire, autrefois c'était l'Europe qui était en tête dans ces technologies, mais désormais, maintenant, il y a le Inflation Reduction Act, donc une loi de réduction de l'inflation. Donc chaque tonne de carbone qui est stockée ou réutilisée, eh bien, ça permet d'avoir des réductions d'impôts. Donc ça peut fonctionner justement avec l'éthylène. Et notre technologie, on peut donc maintenant nous concentrer sur le fait de la rendre compétitive à petite échelle et ensuite se concentrer sur le déploiement. Ce système aux États-Unis est vraiment intéressant, mais l'Europe va aussi annoncer quelque chose. L'Europe travaille sur l'équivalent de ce système. Ce qui est intéressant, ce qui est vraiment formidable aux États-Unis, c'est qu'ils s'en fichent de comment vous vous y prenez, comment vous décarbonez. Ils vous donneront une réduction d'impôt dans tous les cas si vous prouvez que vous avez pu le faire. Alors qu'en Europe, sûrement que les règles seront très précises sur ce qui est ou non accepté comme étant de la décarbonation.
C'est souvent le cas dans l'environnement européen, mais dans tous les cas, nous sommes une entreprise française. Nous construisons cet électrolyseur en France. Je sais que je m'exprime en français, donc ça ne laisse peut-être pas penser, mais en tout cas, nous nous concentrons sur la France, sur un déploiement en France. Super. Et peut-être la même question qu'à Michael, les gros challenges aujourd'hui que vous, scientifiques, techniques, peut-être économiques, que vous rencontrez aujourd'hui chez Dioxical, c'est quoi? Sorry, I didn't mean to sigh so loud. You know, I was talking to another CTO. Je parlais avec un autre responsable, un directeur informatique. Et je lui ai dit bravo. Bravo pour cette technologie que vous avez conçue qui fonctionne. Et il m'a dit, oula, c'est pas encore finalisé, on a encore beaucoup de choses à faire. Les défis se présentent encore et encore à l'infini. Donc même si on résout des problèmes, il y en aura toujours qui apparaîtront. Ce que nous voulons absolument, pour le moment, c'est l'efficacité énergétique. Si vous allez dans notre laboratoire à Saint-Ouen, c'est vraiment le mot d'ordre, on veut de l'efficacité. Par exemple, si vous me donnez 50 € d'électricité, l'électrolyseur, son objectif, ça sera de pouvoir produire quelque chose d'intéressant de manière efficace. Si ce processus n'est pas efficace, eh bien, avec 50 €, en fait, on n'obtiendra pas la même quantité de chimie. Donc, ça ne fonctionnera pas d'un point de vue économique. Et on ne peut pas imaginer un modèle fondé seulement sur les mesures incitatives, fiscales, etc. Donc je peux vous le dire, c'est un grand défi actuellement. Notre équipe, de manière générale, travaille sans relâche pour résoudre ces problèmes. On y pense sans arrêt. Et ce n'est pas la première fois que l'humanité se retrouve face à une crise existentielle. Nous devons trouver une manière de remplacer notre source actuelle de produits chimiques. Il y a 100 ans, les problèmes étaient différents. Il y avait par exemple les excréments d'oiseaux qui étaient utilisés en tant qu'engrais. Ça a créé une crise et il y avait des guerres, il y a même eu des conflits à cause de cette ressource. Deux chimistes, Haber et Bosch, ont réinventé le domaine des engrais. Ils ont décidé d'utiliser l'azote contenu dans l'air grâce à une réaction chimique pour en faire des engrais. Et c'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui. Et grâce à cette découverte, la population mondiale a explosé. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, la société en est là où elle est. Grâce à cette découverte. Et c'est la même chose actuellement. Partout dans le monde, nous essayons de trouver des ressources que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Il nous suffit de trouver ce petit détail qui va nous permettre de transformer le carbone en n'importe quoi d'autre pour ne plus être dépendant des énergies fossiles. C'est le grand défi auquel nous sommes confrontés. Évidemment, nous avons toujours besoin de fonds supplémentaires. Plus nous avons de fonds, plus ça nous permettra d'avancer, de nous étendre. Donc évidemment, il faut d'abord avoir cet électrolyseur parce qu'on est en compétition avec d'autres entreprises, de grandes entreprises qui ont énormément d'expérience. Nous devons nous les affronter et partir de rien pour créer une nouvelle technologie qui va être viable financièrement. Et donc, nous avons besoin d'aide financière, de soutien pour y arriver. Merci beaucoup, David. Donc, vous travaillez tous les deux sur des sujets très différents, les cellules solaires et le recyclage des émissions de CO2 en éthylène. Est-ce que vous avez en tête d'autres exemples en chimie dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique que vous trouvez prometteurs dans les matériaux, dans les batteries, peut-être dans d'autres secteurs? Oui, effectivement. Il y a déjà le grand défi de l'ammoniac. Donc, c'est
c'est clair que la production d'ammoniac par la voie de synthèse de Haber-Bosch consomme beaucoup d'électricité, alors que thermodynamiquement, ça devrait se faire spontanément à température ambiante. Donc on a besoin de très hautes températures. Et en fait, la contribution de ce processus au réchauffement climatique est énorme. Ça fait 30% de l'émission de CO2, juste pour créer l'énergie qui nous permet de faire ce genre de composés. Donc, à mon avis, un grand défi qu'on va devoir attaquer à l'avenir, c'est la production d'ammoniac par d'autres voies. Donc, des voies électrochimiques qui sont extrêmement difficiles. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé un catalyseur qui... Or, la plante, elle a un enzyme qui s'appelle nitrogénase. Elle arrive à faire ça. Donc, ce n'est pas impossible, mais il faut encore trouver le bon chemin. Donc ça, c'est, à mon avis, un défi qu'il faut absolument attaquer et puis trouver des solutions. Et puis aussi, la production de ciment. La production de ciment est le deuxième coupable pour le réchauffement climatique. À part de la combustion d'essence, pour la circulation, qui est le troisième, donc il y a la production de ciment qui mène donc à une émanation de CO2 très importante. Et donc, il faut contrôler ça. Et par exemple, là, si je pourrais, sur le site de la production de ciment, je pourrais enchaîner une réaction de CO2, convertir CO2 en éthylène, ce sera une très bonne solution. Donc, il faut voir aussi qu'on utilise ces réactions de conversion sur les sites où il y a la pollution. Et sur chacun de ces deux problèmes à adresser, aujourd'hui, il y a des équipes de recherche, qui travaillent dessus, qui avancent sur ces sujets qui sont intéressantes. Je crois que la seule personne qui a bien compris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut utiliser comme catalyseur électrochimique pour la réduction d'azote en ammoniac, c'est le professeur Norskov. C'est un collègue danois, mais finalement, les surtensions, donc les pertes énergétiques, David a parlé de le rendement énergétique d'une réaction électrochimique. Donc là, c'est incroyablement élevé, toujours, donc il faut trouver d'autres chemins. Mais au moins, on a un chemin qui est très cher, énergétiquement parlant, mais là, il faut encore chercher. Le chercheur doit attaquer ces problèmes, c'est sa tâche. Voilà. David, peut-être si vous avez d'autres exemples de pistes en chimie, de choses qui vous semblent intéressantes aujourd'hui dans les recherches? Yeah, of course. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, je pourrais continuer de parler de la production d'ammoniac toute la journée, c'est passionnant. Parce que c'est une grande source d'émissions, même si pourtant il n'y a aucun carbone dans la matière en elle-même. Et pourtant les émissions de CO2 sont énormes à cause du processus de fabrication. Et pareil pour le ciment. Je ne vais pas continuer de parler de ça, mais effectivement, il faut une décarbonisation rapide, et notamment dans l'acier et le métal. Il faut une décarbonation urgente, parce qu'on parle de 7% des émissions mondiales, d'énormes volumes de CO2 qui sont émis pour produire ce fer, l'oxyde de fer par exemple. Il faut une énergie chimique. Et actuellement, cette énergie chimique nous permet de transformer ce fer et on se sert de charbon. Il faut s'en servir, il faut le chauffer à des températures très élevées. Ça génère énormément de chaleur. Et ça donne énormément d'émissions de CO2.
Donc ce qu'il faut, c'est ajouter de l'énergie. Il faut trouver de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles manières de faire. On peut se servir de l'électricité, par exemple, pour transformer le minerai de fer en fer. Et je sais que d'autres startups travaillent là-dessus et elles montrent que ça fonctionne, que la technologie fonctionne. Mais la grande question, c'est est-ce qu'on peut produire du fer à la même échelle que ce qu'on fait actuellement et au même prix? Ça, c'est extrêmement important, évidemment, parce que la différence entre une énergie au charbon et une énergie verte, c'est assez difficile à comparer parfois. Et est-ce qu'on peut produire ce fer et qu'il soit de la même qualité? Voilà les grandes questions. Il faut vraiment pouvoir convaincre les grandes entreprises de la construction que ça fonctionne, que ça sera similaire à ce à quoi elles sont habituées. C'est important. Et il y a tellement d'autres domaines qu'on pourrait décarboner. C'est vrai que les plus grands défis pour le moment, ce sont tout ce qui a à voir avec le domaine industriel, parce que le CO2 est un véritable problème. Mais il va falloir plus d'avancées dans le monde entier. Je crois qu'on peut décarboniser 40 millions de tonnes. 14 millions de tonnes de CO2 chaque année. Et c'est quelque chose qu'on pourrait décarboner rien que pour la production d'électricité. On pourrait donc avoir une électricité verte. Et les solutions sont là. Ce n'est pas une question technique, de problème technique, c'est plus une question politique. Évidemment, même s'il faudrait encore des affinements, des ajustements pour pouvoir faire fonctionner tout ça à grande échelle. On va en reparler. Je voulais juste mentionner avec Michael peut-être aussi une autre piste que vous explorez dans le champ du photovoltaïque. Vous en avez très rapidement parlé. Dites-moi si je me trompe, mais vous avez créé des cellules qui permettent de générer des carburants à partir de la lumière du soleil, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire, c'était toujours une de mes rêves de faire la dissociation de l'eau en nitrogène-oxygène. En fait, j'étais complètement absorbé par cette idée quand j'étais jeune. Et je faisais tout pour réaliser ce rêve. Or, oui, aujourd'hui, c'est possible d'utiliser la photoélectrochimie, qui donc en quelque sorte unit la fonction catalytique avec la fonction absorber la lumière. Donc typiquement, on a des oxydes, par exemple l'oxyde de fer, la roue. C'est quelque chose qui est complètement inactif. Si vous mettez la roue dans l'eau, il ne va pas photodissocier de l'eau en hydrogène-oxygène. C'est une illusion. Alors que si je fais une nanostructuration de l'oxyde de fer, donc je fais en sorte que les porteurs de charge que je crée par la lumière ont un chemin très court à parcourir avant qu'ils soient à l'interface pour oxyder l'eau. Et là, on arrive à faire de l'oxygène. Et donc, ces idées de photoélectrochimique datent de longue date. Donc, il y a Fukushima et Honda, ça fait 50 ans de cela qu'ils ont publié la photolyse de l'eau à l'aide du dioxyde de titane. Mais je dois vous dire, 10 ans plus tard, donc dans les années 80, il y avait 2000 publications sur ce sujet, mais aucun chercheur, aucune chercheuse a trouvé un moyen de pousser le domaine photoactif dans le visible. That used to be me. I used to work on that stuff, and I'm one of those people who didn't manage. C'était moi, justement. J'étais une de ces personnes, un de ces chercheurs. Puis, finalement, c'est même encore en cours. Il y a des gens qui n'abandonnent pas. Mais le fait est que ces matériaux, le dioxyde de titane a une bande d'énergie très élevée, et donc ça n'absorbe pas la lumière, seulement la lumière du soleil, seulement la partie UV qui est très faible dans l'émission solaire. Donc, mais il y a quand même maintenant, il y a des systèmes comme on intègre, par exemple, si j'intègre les
l'oxyde nanostructuré donc de fer avec une cellule perovskite. Ça me donne une poussée de l'attention, la cellule perovskite, qui fait que je peux photodissocier l'eau avec la lumière visible en hydrogène et oxygène. Et ça, vraiment, là, ça m'a comblé parce que j'ai pu réaliser un rêve qui perdurait très, très longtemps. Donc, oui, donc mais je dois dire franchement, ces systèmes sont pas compétitifs pour le moment avec la combinaison d'une panneau photovoltaïque comme ce panneau que vous voyez là, avec un électrolyseur. Et on a pu faire l'acide formique à partir de CO2 en utilisant l'oxyde de cuivre qui absorbe dans le visible. Mais toujours faut-il un appui de tension. Et ce n'est pas un système tandem, donc la lumière qui n'est pas absorbée par le premier absorbant. Donc on prend déjà la lumière bleue et après le rouge fait que monter la tension de la cellule et comme ça on arrive à ces réactions. Donc oui, c'est effectivement un domaine qui, à mon avis, il faut poursuivre. Et ça semble être loin d'une réalisation pratique, mais c'est quand même très séduisant comme idée d'unir les fonctions dans un seul système qui peut accomplir ces tâches. Donc, je peux mettre une plaque comme le verre conducteur chargé avec le vanadium de bismuth et puis l'oxyde de cuivre en parallèle, et la lumière traverse les deux. Je peux voir les bulles d'oxygène et d'hydrogène. C'est quand même étonnant. Bon, les rendements sont de 5%. Aujourd'hui, avec les cellules perovskites, on arrive à 20% pour la combinaison de photovoltaïque avec l'électrolyseur. Mais quand même, je trouve qu'il faut poursuivre ces recherches. Ils sont intéressants et, comme vous avez mentionné, c'est une approche holistique qui permet d'unir la fonction catalytique avec la fonction de collecter la lumière. C'est très prometteur, on suivra tout ça évidemment. Pour revenir un petit peu sur les questions politiques, parce qu'on ne peut pas faire fi de ces questions sur ces sujets-là, est-ce que selon vous, les avancées scientifiques, qui sont évidemment impressionnantes, pleines de promesses, etc., peuvent à elles seules résoudre le problème sans qu'il y ait une politique volontariste justement, et à la fois économique et citoyenne, etc., pour accompagner en fait ce changement? Et est-ce qu'en s'appuyant uniquement sur la science pour résoudre le problème, on risque pas de tomber dans une forme de discours solutionniste, on a la solution et ça y est, quoi. Et ce qui permettrait de se dédouaner en fait de certaines responsabilités politiques? Oui, il ne faut pas que toute la responsabilité retombe sur les scientifiques. Pour ce qui est de la production d'électricité, nous avons déjà la technologie dont nous avons besoin pour décarboner notre électricité. Pareil pour le chauffage avec les pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur peuvent chauffer des bâtiments avec aucune empreinte carbone. Cette technologie est là, elle existe, elle est prête. Maintenant, c'est une question politique, économique. Il faut des mesures incitatives pour que ces technologies servent dans des projets de construction, pour que la législation déclare que c'est ainsi que ça doit se passer désormais. Et donc il faut que quelque chose vienne des gouvernements, de la sphère politique. Et pour les émissions industrielles, ces émissions sont énormes. Et les technologies que nous développons pourraient vraiment nous aider à arriver à une neutralité carbone. Ce dont nous avons besoin, c'est désormais d'électricité verte et à bas coût. Une fois qu'on aura ça, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Et en tant que société, en attendant, on peut essayer d'être de meilleures personnes. Bon, nous sommes déjà de bonnes personnes, mais nous pouvons essayer d'en faire encore plus, de prendre conscience. Tout le monde sait qu'il a une empreinte carbone. Et chaque année,
Si on mange de la viande 2 fois par semaine, si on prend tout le temps sa voiture ou si on fait un aller-retour ou un aller Paris-New York, il faut qu'on prenne conscience de l'impact que ça a et que c'est important donc qu'on voyage moins, qu'on réduise nos émissions parce que comme ça, le défi sera moins important et sera moins insurmontable. Je cherche mes mots, mais je ne dis pas qu'on devrait complètement renoncer à prendre l'avion, mais en tout cas, apprendre à vivre de manière plus sobre, pour qu'on réfléchisse à notre empreinte carbone avant de faire certaines choses. Il faut aussi, par exemple, développer le réseau ferroviaire et interdire les vols intérieurs. Ce serait le genre de mesure qu'on pourrait avoir. Mais tout le monde doit participer. Le changement climatique nous concerne tous, donc nous devons tous apporter notre contribution. Là, je voulais vous parler d'un projet qu'on a monté ensemble avec mon ami français, Philippe Vittel, ancien cadre et ingénieur de l'Airbus, qui a aussi inventé une nouvelle machine frigorifique utilisant l'eau comme fluide caloporteur. Et donc, on s'est rencontrés il y a 2 ou 3 ans. Et puis là, j'ai expliqué à Philippe ce que je viens de vous dire au départ. Donc, les possibilités qu'offrent ces cellules à colorants d'absorber sélectivement donc, une tranche du spectre solaire alors qu'elles passent le reste. Par exemple, si nous prenons chlorophylle qui absorbe donc la lumière rouge et bleue et qui utilise peu la lumière verte. Donc, si vous avez un colorant qui absorbe la tranche verte du spectre solaire, donc les longueurs d'onde vertes, on peut mettre une cellule sur les plantes et en même temps laisser passer les longueurs d'onde qui sont importantes pour la croissance végétale, alors que le système crée aussi de l'électricité. Donc cette idée nous a séduits et on a longtemps cherché à trouver un support, mais finalement, la personne qu'on a séduit, c'est le président Alain Rousset, qui est connu pour sa passion, pour l'innovation. Et donc, et là, cette année, on était ensemble à l'hôtel de région à Bordeaux, avec Alain Rousset et Philippe Vittel, pour annoncer, en fait, pour officialiser donc le démarrage de notre projet Solar Transparencies, donc transparence solaire, si vous voulez, la traduction en français. Et donc, ce projet, en fait, prévoit la production en France, en fait, des modules de ce type au niveau industriel, la création d'emplois dans la région Aquitaine, bien sûr. Et donc là, Philippe a soumis notre projet pour le Grand Prix d'innovation à Paris. L'année passée, il y avait eu 12 000 soumissions qui ont été acceptées. Nous, on a eu la 4e place. Donc, c'est pas mal pour un premier essai. Et donc, ce projet poursuit. Et puis, finalement, on a maintenant, donc, on prévoit de créer une serre expérimentale. On va montrer que ces concepts qu'on a développés jouent à grande échelle. On a déjà vu que ces petits réacteurs, on peut vérifier que c'est pas une folle idée. Mais là, donc, on va créer une serre expérimentale et puis après, il s'agit de faire la rétrofiction des serres pour les rendre plus efficaces, en même temps, donc, pour pousser la croissance des plantes, en même temps utiliser donc, les longueurs d'onde qui sont inutilisables pour les plantes pour créer donc de l'électricité. Voilà ce projet ambitieux qui a finalement vu son jour grâce à l'enthousiasme du président Alain Rousset, c'est un visionnaire pour qui on a le plus grand respect.
Ce qui montre que les synergies avec les politiques sont bonnes et que parfois elles mériteraient d'être un petit peu plus encouragées, un petit peu plus un peu multipliées en fait pour faire avancer la cause. Et là, je vois Boris Georgelin qui me tourne autour, ce qui veut dire qu'on va laisser la parole au public. Quand je m'approche, c'est rarement bon signe. Je crois qu'on peut applaudir nos invités. Bravo pour leurs initiatives. Et vous le savez, oui, c'est à vous de jouer. C'est pour ça que vous êtes des stars. Je vois les yeux et vous êtes éclairés. Et on va prendre les premières questions. Monsieur, on va vous donner un micro et ensuite ce sera là-bas derrière. Ici, qu'on peut donner un micro à monsieur. Devant. Oh, j'étais un peu arbitraire dans mon choix, je suis confus. Et je vais vous demander de vous lever. Merci. Bonjour. Je voulais m'adresser au professeur Grätzel, puisque le professeur Grätzel, effectivement, a été un des premiers à travailler sur les cellules perovskites, après les cellules dites de Grätzel. Et concernant les cellules perovskites, qui sont effectivement promises à un grand avenir, ma question, vous la connaissez d'ailleurs sûrement, c'est que pensez-vous à l'avenir de la lutte contre l'instabilité thermique et l'instabilité chimique, notamment des perovskites, pas uniquement la perovskite elle-même, mais les interfaces, puisque tout se trouve au niveau des interfaces, comme on le sait, au niveau de HTL et ETL. Comme on le sait, évidemment, oui. Comme on le sait. On sait tous. C'est une bonne question, cela dit. Un peu précise, mais j'aime bien. Donc, je voulais savoir quel était le sentiment du professeur Grätzel concernant la lutte contre l'instabilité chimique et thermique, à long terme, bien sûr. Vous avez raison d'évoquer cette question. En fait, j'ai publié en 2014, j'ai publié un article dans Nature Materials sous les mêmes questions. Cet article s'appelait Light and Shade of Perovskite Solar Cells, la lumière et l'ombre des cellules à perovskite. Et donc, mais je dois maintenant, 10 ans plus tard, on a fait d'énormes progrès. Je dois dire que là, aujourd'hui, on est en train de soumettre, ou on a déjà soumis ces cellules à toutes sortes de tests. Et donc, il y a les tests ISOS, je ne sais pas si vous êtes au courant, où on met la lumière, plein soleil, en même temps, la température élevée, 80 degrés, 80 degrés, excusez-moi. Et puis, le troisième stress, c'est électrique. Il faut sortir l'électricité. Et en même temps, donc, on travaille au point maximal de puissance. Donc, dans ce stress combiné fait sortir vraiment les points faibles de la technologie. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à des comportements là, comme la cellule elle est illuminée 4000 heures avec 1% de baisse de rendement. C'est quand même très impressionnant. Et si maintenant, ce sont des tests accélérés. Et il faut absolument faire aussi des tests dehors. On n'est pas encore terminé, ce n'est pas réglé. Mais c'est un bon début, je dirais. Seulement aujourd'hui, ces cellules ne sont pas encore prêtes d'être vendues comme nos cellules à Colorado, au Liban. Mais ce n'est pas encore possible parce qu'il faut encore continuer à mieux comprendre. C'est des systèmes très complexes, comme vous l'avez dit, à juste titre. Donc, ce n'est pas comme le Colorado, c'est facile à faire. Et donc, et là, il y a encore du pain sur la planche, mais le progrès est énorme et j'ai de l'espoir. D'autre part, il y a quand même encore un souci pour ces cellules, c'est le plomb qui est contenu dans ces... Et là, je dois dire, on doit faire très attention et ne pas faire des promesses, comme par exemple, ce genre de cellules, vous ne pouvez jamais faire en perovskite parce qu'il y a les dangers de pollution, le plomb est très toxique. Donc, ces cellules, si vous voulez, sont condamnées, je mets en guillemets, d'être appliquées dans les champs solaires où il y a, je sais pas, il y a une ceinture, etc. Le sol est solide. Ou bien aussi l'univers, on peut envoyer dans l'espace. Alors, donc, c'est un peu ça.
Mais ce n'est pas une restriction. Nous, on a besoin de cette capacité énorme et cette capacité, on a voulu en mettant des champs solaires qui ont une très grande surface. Et sur le toit, les modules, ça c'est encore... il faut voir. Okay, j'ai une petite réserve, mais surtout pas pour les produits de consommation. Là, je me lève chaque fois qu'un collègue annonce ça, je dis c'est pas possible, vous devez respecter les règles du jeu. Et là, il y a des règles qui interdisent l'utilisation de plomb à ce fin. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions. Si vous voulez bien vous lever et poser votre question. Oui. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. C'était très intéressant. J'ai 2 questions pour David. My first question is, Ma première question, where does the carbon où est-ce que le carbone que vous transformez, d'où vient-il? C'est une très bonne question. Pour le moment, on se focalise sur les industriels qui émettent du carbone. Le carbone pourrait venir de technologies, par exemple avec une capture dans l'air, mais c'est une question qui est une grande question aujourd'hui. Actuellement, on peut se poser la question de comment est-ce que l'on va prendre l'air du carbone et l'utiliser, mais pour les premiers cas que nous avons mis en place, on n'a pas pu utiliser cette technologie parce qu'il y a des risques technologiques internes à ce système, et donc on prend un endroit où il y a déjà une haute concentration en carbone, et ensuite il faut trouver le bon système pour que ça puisse s'appliquer à notre système, donc on s'intéresse principalement aux productions industrielles qui ont des très fortes émissions de carbone, parce que ça vous donne un bon point de départ pour pouvoir le décarboniser. Et j'ai aussi une deuxième question. Est-ce que vous avez fait une analyse du cycle de vie de votre processus, et combien est-ce que de CO2 vous émettez donc quel est votre ratio entre vos émissions de carbone que vous émettez pour sauver, trouver une solution au carbone? Je pourrais faire un électrolyseur extrêmement efficace qui prend le CO2 dans l'air, mais si j'utilise une centrale au charbon pour faire fonctionner cet électrolyseur, ça ne va pas marcher du tout. Donc la grande question, c'est où est-ce que nous prenons notre énergie? Donc on regarde beaucoup le nucléaire, parce que c'est décarbonisé. Parce que du coup, au niveau du cycle de vie, c'est très intéressant. Et on ne prend pas que des émissions et les recycle, mais on évite également la création d'émissions par l'autre système traditionnel pour trouver de l'étholine. Donc c'est vraiment là qu'il y a la différence qui se fait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que vous manifester? Oui, alors faites signe. Alors, une question là, une question ici et une question au fond. On ne vous oublie pas. J'ai une autre question qui suit celle qui a été... Est-ce qu'il y a une limite où après votre technologie ne serait plus intéressante? Oui, bien évidemment, comme je l'ai dit, si vous utilisez un système d'approvisionnement électrique qui est très carbonisé, ça ne marche pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les énergies renouvelables, il faut développer toutes ces énergies en parallèle de notre électrolyseur pour qu'au final ça fonctionne. C'est comme ça qu'on pourra sortir du système des énergies fossiles. Donc il faut que chacun travaille de son côté pour qu'on se retrouve et qu'ensuite ça puisse fonctionner, pour enfin vraiment travailler vers un futur, un avenir décarbonisé qui est l'objectif de tous. Donc, par exemple, en Norvège, ils sont extrêmement décarbonisés, et nous pensons profondément que l'aspect économique est vraiment
étroitement lié avec l'aspect politique et que et c'est vraiment ce sur quoi il faut que nous travaillons pour que cette technologie puisse atteindre son potentiel complet. En particulier du fait que on a encore ces Steam Crackers dont je vous ai parlé qui fonctionnent encore pour pouvoir créer cette éthylène. Donc c'est vraiment très important de développer les énergies vertes. Et j'ai une question qui est également liée à cela. Vous êtes en concurrence avec notre industrie. Est-ce que vous croyez que vous avez plus de partenaires qui ont envie de travailler avec vous ou qui ont plutôt envie de vous remettre de côté et qui ne sont pas intéressés par votre technologie? C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, c'est facile d'imaginer qu'il y a des grands méchants qui veulent nous éliminer, etc. Et bien évidemment, mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que les personnes ont envie de ces nouvelles technologies à partir du moment où ces technologies sont développées de manière pragmatique, qu'elles proposent des vraies solutions qui sont intéressantes en termes de prix. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons proposer nos technologies aux entreprises. Bien sûr, ce sont des entreprises. Et donc, on achète du pétrole constamment pour pouvoir avancer. Et elles contribuent aux émissions de CO2. Ce ne sont pas les seuls contributeurs. Le pétrole, l'essence n'est pas le seul contributeur, mais c'en est un fort. Et donc, c'est un élément clé pour nous de travailler avec ces gros émetteurs, ces grosses industries qui émettent du carbone en grande quantité pour transformer ce carbone en éthylène et donc, mais après, il faut qu'on regarde quel accès on peut avoir à de la production électrique plus verte, etc. pour que ça puisse être viable. Merci pour la c'est très intéressant. J'avais une question par rapport aux panneaux photovoltaïques et vos technologies. Quelles sont leurs durées de vie? Donc, vous avez commencé à répondre sur la technologie la plus efficace ou même sur vos colorants. Et est-ce qu'il y a des problèmes après de recyclage parce que c'est aussi les questions qu'on se pose avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Oui, merci d'avoir évoqué la question de recyclage. C'est effectivement un très grand problème et souvent on néglige ou ignore ça. Et par exemple, dernièrement, il y a eu des articles qui montrent que les panneaux de silicium, il y a un tsunami qui nous tombe dessus et que finalement, ils ne peuvent plus les mettre dans des décharges comme on le fait aujourd'hui, mais il faut les recycler et ça va augmenter le coût de 5 à $50 par panneau. Et donc, vous voyez, le coût de l'électricité doit inclure donc, le recyclage, le coût de recyclage. Et là, donc, ces panneaux sont très faciles à recycler. En fait, j'ai qu'à enlever donc, la colle qui met les deux verres ensemble. Et puis après, je peux recycler même le colorant sans enlever la colle parce qu'il y a des trous qui permettent de recycler l'électrolyte. Donc en fait, ces panneaux sont beaucoup plus faciles à recycler et on l'a fait en fait, on l'a montré, on l'a publié. Et pour les perovskites aussi, c'est valable. Alors que les panneaux à silicium sont très difficiles à recycler et donc là, il y a ce problème de coût qui va arriver. Dernière question, monsieur. That's another follow-up question for David. Une autre question pour David. J'aimerais bien savoir, d'après vos plans de développement actuels, et vous en êtes où en termes de ratio coût, efficacité? Malheureusement, je ne peux pas vous donner toutes les réponses à cela, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourra avoir une bien meilleure idée une fois que notre pilote industriel qui est en train de se mettre en place actuellement sera opérationnel. Pour le moment, on en est encore au stade de pilote, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Mais les calculs que nous avons effectués nous met à un point prix qui est vraiment similaire aux énergies fossiles. Donc, on crée des nouveaux chaînes de valeur, on crée une nouvelle chaîne de valeur complètement, on crée une nouvelle technologie complètement, nos nouveaux systèmes d'ingénierie totalement nouveaux. Et donc, ça prend un peu de temps d'arriver à mettre un prix exact sur ça. Mais on pense qu'on va être compétitif, mais on pourra vous le dire dans 1 an et demi, exactement. Merci, encore bravo à Michel et David, on peut les appeler. Les applaudir, pardon. Les appeler aussi. Et il est temps à présent de se sustenter dans la joie et la bonne humeur, avant de se retrouver à 14h pour revenir sur l'histoire épique de la lutte contre le sida. À tout à l'heure, vous pouvez ramener aussi vos casques. À tout à l'heure.